Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Replay JDR. C'est des épisodes où je reviens sur les parties que j'ai pu faire jouer en tant que maître de jeu. Je vais revenir sur les conseils, les critiques, voilà, des analyses, des retours de parties. Je vais vous dire ce qui a marché, ce qui a pas marché. Et aujourd'hui, après Pax Elfica, on reste dans les éditions des 12 singes, puisque je vais vous parler de la ville en jaune. Voilà, la belle ville en jaune, encore un très beau coffret, la ville en jaune. J'ai déjà dit en Pax Elfica que j'aimais beaucoup ce que faisaient les 12 singes, parce qu'ils ont plusieurs fois proposé des campagnes clés en main. Voilà, vous allez voir derrière tout ce qu'il y a dessus, donc c'est des prix quand même assez élevés, hein. Le pack complet était à 139 €. Moi j'avais pas fait le crowdfunding, mais je l'ai eu à ce prix là, mais c'est des campagnes complètes avec énormément d'aides de jeu, énormément d'éléments pour vous aider à jouer. C'est ça que j'adore avec les 12 singes, j'adore ce genre de propositions, donc je vais revenir un petit peu en détail. Je vais devoir assez rapidement spoiler, il y a toujours une partie non spoiler et une partie spoiler, mais pour vous dire ce que j'ai aimé dans la campagne, je vais devoir aller dans les spoilers, mais je vais quand même vous donner un avis général évidemment avant d'attaquer le détail de la campagne. Il faut que vous sachiez que moi je viens de Besançon, mais j'ai fait mes 6 années d'études, mes 2 masters à Strasbourg. C'est une ville que je connais très bien, qui est vraiment un peu, je trouve, hors du temps. Même moi c'était à 1h30 de train de ma Franche-Comté natale, et j'avais l'impression d'être dans un autre pays quoi. C'est une ville qui a une architecture très particulière, qui a vraiment une ambiance qui est propre à elle. Je trouve qu'il fait vraiment bon vivre, donc je connais très bien cette ville quasiment sur le bout des doigts. C'est vrai que cette campagne me plaisait, mais n'était pas dans ma liste de priorités de campagne à faire jouer. Ça fait quelques années avec des copains, avec le MJ masqué notamment, qu'on essaye de se faire un petit peu des jeux de rôle immersifs, et on se dit bah quitte à aller jouer une campagne, on va essayer de jouer là où se passe l'action. On avait fait ça avec des Genesis, avec une campagne qui se passait en Suisse, on avait fait ça aussi avec des Genesis avec une campagne qui se passait en Briton, donc on était allé en Normandie, voilà, sur les côtes normandes. Et là je me suis dit mais attendez, mais c'est l'occasion rêvée, parce que tous ces groupes de potes avec qui je joue ne connaissent pas Strasbourg, et donc c'est très difficile d'arriver à se projeter dans la ville, d'arriver à s'imaginer un petit peu l'ambiance qu'il peut y avoir. Et je leur ai dit on va à Strasbourg, allez, on va se faire un petit séjour là-bas. On se prend un Airbnb en plein milieu du centre-ville. Je me suis dit bah trop bien, on va se prendre quelques jours où je vais leur faire jouer la campagne, et en plus de ça, on ira visiter et je pourrai leur montrer les lieux directement dans lesquels se passe la campagne. Et voilà team, ça y est, je suis gare de l'Est et on va partir à Strasbourg pour faire notre petit jeu de rôle, voilà, qui se passe à Strasbourg. Je suis très content. Et donc je vais vous montrer ça, je vais essayer de faire des vidéos, je sais même pas si vous allez entendre quoi que ce soit, mais ça va être bien sympa, voilà. Donc je vous invite à voyager avec nous, à retourner dans la terre où moi j'ai fait mes études, et de là d'où viennent mes grands-parents. T'es content d'être là? Très content, extrêmement content. Tu peux nous dire pourquoi? Parce que je ne suis pas MJ. Et ça change. Ça change un peu et ça fait vraiment plaisir. Nous avons honte. Nous avons plaisir, un plaisir absolu et un honneur de découvrir cette campagne des 12 singes. La ville en jaune, en direct de Strasbourg, dans ce contexte exceptionnel, avec des joueurs d'exception, regardez ça. Des touristes, très clairement des touristes. Tous des touristes. Je trouve l'idée trop bien, ça a trop bien marché, mais je vais y revenir après vous présenter la campagne. Alors pour revenir dans ce grand coffret qui est très joli, donc déjà ça se joue avec Cthulhu Hack. Voilà, c'est une version de Cthulhu qui se veut simplifiée par rapport au Cthulhu que vous pouvez connaître. Dans ce coffret vous avez du coup le livre de la campagne La Ville en Jaune, voilà, qui est un livre assez fin. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve très stylée, voilà, avec Astur, je la trouve extrêmement élégante. Je pense que ça a été débloqué dans le financement participatif des aventures strasbourgeoises. C'est 3 scénarios que vous pouvez jouer en plus pour rester dans les environs de Strasbourg. Moi j'en ai tiré des personnages, mais j'avoue que je sens que c'est en plus de la campagne. Je n'y ai pas vu un grand intérêt, enfin je trouve que une fois que tu as joué la campagne, c'est un peu comme Pax Elfica. Comme il y avait les intrigues supplémentaires, une fois que tu as joué la campagne principale, continuer un petit peu jouer autour après ce grand climax, je trouve que c'est quand même un peu moins intéressant. Mais bon, ça fait des jolis objets et c'est toujours plaisant d'avoir vu tout ce travail, parce que c'est magnifiquement illustré, hein. Je trouve qu'ils ont fait vraiment un travail assez remarquable, voilà, avec toutes les aides de jeu qui vous sont fournies évidemment en plus dans la campagne. Tous les personnages sont illustrés. Vous avez en plus, on vous fournit des portraits détachables que vous allez pouvoir placer sur un tableau de liège comme ça. On avait ça pour les encager, c'est vraiment génial. C'est une très bonne idée. En plus de ça, nous avons le guide occulte de Strasbourg qui moi m'a un petit peu déçu, parce que c'est un guide qui va se concentrer sur toute l'histoire de Strasbourg, mais depuis la création de l'Empire romain. Et il y a un peu ce truc là qui je trouve n'est pas incroyable, c'est qu'on a l'impression que dès qu'on soulève une pierre, derrière il y a
a le mythe de Cthulhu qui était caché là depuis le début quoi. Alors que j'aime bien moi ce truc de la campagne de dire bah il y a un moment où vraiment la ville de Strasbourg est confrontée au mythe et a vraiment une aventure assez incroyable à vivre dedans. Voilà, il y a plein d'idées de scénarios qui sont proposées, ça c'est plutôt cool pour chaque époque, chaque moment. Mais je trouve qu'en fait il aurait dû plus se concentrer ce guide sur la ville de Strasbourg, sur comment c'est d'être français et de vivre sous des régimes différents, la France qui a été allemande puis française. Voilà ce que j'aurais aimé voir là-dedans, c'est plein de mots de vocabulaire, de patois alsacien, des petits tutos de comment bien essayer de faire semblant de parler alsacien plutôt que des pages et des pages sur l'histoire. J'aurais voulu savoir des choses sur la vie à Strasbourg à cette époque. Il y en a, hein, il y en a, mais je trouve que ça correspond à une dizaine de pages, alors que pour moi ça aurait dû être bien plus, ça aurait vraiment dû être un outil indispensable pour permettre justement de mettre en scène cette époque qui est assez exceptionnelle, parce que on associe toujours le mythe de Cthulhu à l'Amérique ou l'Angleterre, voilà, il y a toujours un petit peu des voyages, c'est assez rare que ça se passe en France, c'est pour ça aussi que j'ai bien aimé ce setting, parce que il se passait à Strasbourg. Dans ce coffret, il y a également un très joli écran, ça j'aime trop, ils font des écrans... Voilà, des écrans dédiés à la campagne. Alors c'est un écran dans lequel il y a un résumé des règles de critique. Et derrière vous avez toute la liste des personnages. Et là vous pouvez les trouver dans le livre, ce qui vous permet de les retrouver éventuellement assez rapidement. Bon, après l'avoir bien bossé et l'avoir feuilleté quand même quelques fois, je le connaissais assez par cœur le livre pour ne pas me pencher trop là-dedans. Donc sur l'image, vous avez la grande percée, puisque l'histoire se passe au moment de la grande percée de Strasbourg. Il y a des grands travaux urbains qui sont faits dans toute la ville pour assainir les grands artères de la ville et créer des rues gigantesques qui existent encore aujourd'hui évidemment, qui vont permettre de détruire plein de pâtés de maisons dans lesquels il y avait des maladies qui proliféraient. Et là vous avez un symbole étrange qui est relié à tout ça, je ne vous en dis pas plus. Et enfin dans le coffret vous avez le pack des aides de jeu, voilà, de la ville en jaune, dans lequel vous allez avoir plein de choses, mais je vous dis notamment tous les portraits, je les nomme pas tous, mais tous les portraits de tous les personnages que vous allez pouvoir croisés. Il y a également, et ça c'était plutôt chouette, les portraits des personnages des petites aventures strasbourgeoises dont je vous ai parlé. Donc en fait je les ai gardés de côté, et si à un moment j'avais besoin d'un personnage à sortir, d'un visuel comme ça, alors qu'il rencontrait un petit personnage un petit peu lambda, et ben je m'en suis servi. Du coup j'ai quasiment utilisé tous les personnages qui étaient fournis pour agrémenter mon histoire. J'ai aussi une petite liste d'expressions alsaciennes que mon père m'a donné, parce que ses parents étaient alsaciens, mon père, et du coup c'est toutes les expressions qui lui sont restées. C'est ça que j'aurais bien aimé trouver dans le guide de Strasbourg, parce qu'un petit hop là guys, voilà, au moment où tu te dis allez on y va, bah tout de suite ça met dans l'ambiance quoi, plutôt que de juste de dire bah mes personnages parlent alsacien. Nous c'était vraiment très drôle, parce que on est plusieurs à s'être essayé à parler alsacien comme ça, voilà, pendant vraiment 3 jours, c'est vraiment resté, donc vraiment c'est bien marré, sauf qu'au final tout le monde le faisait, il y avait tout le monde qui parlait alsacien autour de la table, avec plus ou moins de réussite, on était tellement à fond, franchement c'était trop cool, ça marchait trop bien quoi. Il y a comme quelque chose me rouge. Avec la truelle et puis la pelle, hein, pas une truelle. Mais ça avait été rebouché rapidement ou très mal fait. C'était suffisamment bien fait pour calfeutrer toute... J'ai parlé comme ça, oui, pendant 3 jours. Même après, quand on s'est arrêté, on avait tous l'accent un petit peu comme ça. Quand tu imites un accent, au bout de 3 jours, bah tu l'as, t'arrives plus à t'en débarrasser. C'est trop drôle. Donc voilà, il y a ça, et puis il y a aussi voilà, toutes les aides de jeu qui sont très joliment faites. Les lettres, voilà, je vous passe un peu le détail de tout ça. Mais c'est vraiment le pack clé en main, avec un paquet énorme d'aides de jeu. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais tout ça c'est des aides de jeu. Il y a des cartes, il y a des plans de la ville, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour la jouer dans les meilleures conditions. Qu'est-ce qui fait la force de ce scénar? Bah déjà c'est ce setting un petit peu particulier, voilà, je trouve que pouvoir jouer à Strasbourg dans la France des années 20, ça nous change vraiment de tout ce qu'on a pu voir. Et il y a des éléments de scénario que je trouve très classiques, mais aussi des éléments de scénario qui sont des très belles surprises, j'en parlerai en partie spoiler. Il y a 2 gros éléments qui moi m'ont donné envie de jouer cette campagne, parce que je sais que c'est des choses que je n'avais pas vues ailleurs, et c'est 2 éléments qui font vraiment le charme de cette campagne. Chez les 12 singes, j'ai joué Pax Effica, j'ai joué aussi les encagés. Évidemment je trouve que les encagés au niveau du scénario c'est de meilleure qualité, parce que je trouve que l'intrigue de base, même s'il a un environnement qui est assez original, eh ben elle est assez classique, on reste dans du Cthulhu assez classique, même si je vous dis le scénario a quand même des belles surprises qui ont très bien marché chez mes joueurs. Après je vais en avoir une vision biaisée un petit peu de cette aventure, parce que le fait d'avoir été à Strasbourg, au milieu des bâtiments dans lesquels se déroule la ferme, ça ajoute un cachet à la campagne qu'il n'y a pas de base, donc je trouve que notre expérience elle a été quelque part un peu
peu exceptionnel au niveau de l'immersion, je crois qu'on peut pas faire mieux. Ça change un petit peu sur mon regard que je peux avoir sur la campagne. On a visité la cathédrale, on est monté en haut de la cathédrale pour avoir un panorama de la ville. Nous sommes actuellement en train de tenter l'ascension de la cathédrale de Strasbourg. On a un petit palier mignon. N'oubliez pas Inox Tag l'a fait. Actuellement en train de faire l'ascension de la cathédrale de Strasbourg. À 330 marches. Putain, il y a des gens, ils restent dans le couloir. On va y arriver les potos. On est déjà haut là. On y est pas, mais on est déjà haut. Ça va le faire, souhaitez-nous bonne chance. Mais à plein d'endroits, on allait visiter plein de choses à Strasbourg et je leur dis, ben, ce bâtiment-là, faites attention. À un moment dans le scénario, ça se passe dans une des tours des ponts couverts, et donc on allait voir les tours et je dis, retenez bien ça, retenez bien. Regardez bien ça, cet endroit, et cette maison-là, regardez bien. Donc c'est trop chouette quoi d'avoir pu faire ça. J'avoue. Ce sera pour la vidéo. Ta vidéo, elle est catastrophique. J'ai une anecdote super intéressante. Vas-y, vas-y. Philibert. Vas-y. Figure-toi que Mathieu de Rollis TV, Mathieu avec un seul T, a acheté son premier set 2D ici. Avec le texte à l'envers, c'est génial, c'est fantastique. Mais voilà, il a acheté son premier set 2D ici. Et du coup, je vais acheter un set 2D ici aussi. Parce que je suis un très grand fanboy évidemment. Et je vous dis, on a eu une chance quelque part un peu incroyable, c'est de trouver un Airbnb qui était rue Brûlée. C'est la rue où commence l'aventure. Puisque l'hôtel de ville, il a une entrée principale et une entrée arrière. Et les joueurs, la première fois qu'ils rentrent pour rencontrer les principaux protagonistes, ils les rencontrent à la mairie en passant par la grande porte de la rue Brûlée. Donc on était littéralement à 20 mètres de là où commençait notre aventure. Alors vous êtes content de ce Airbnb, Sofiane? Oui, je suis très content. À part ça, c'est extrêmement laid. C'est très laid, je l'avais lu, j'avais vu sur la photo. Mais regardez comme c'est beau. Ah, Camille. Et il y a des belles chambres, bon, je vous montrerai pas tout, mais on a un bel Airbnb, surtout une belle table de jour. C'est pour ça que j'ai pris celui-là, parce qu'il est en plein centre-ville. Et c'est assez incroyable, puisqu'il est juste à l'endroit où commence notre campagne. On est juste derrière l'hôtel de ville, et du coup, ça va être une immersion totale. Donc je vous dis, niveau immersion, je pense qu'on ne peut pas faire mieux, quoi. C'est quand même assez exceptionnel. C'est vrai que cette ville de Strasbourg, je vous dis, a vraiment une ambiance qui est très particulière, qui se prête bien vraiment à une campagne qui se veut très originale, à un endroit particulier. Et en plus, il y a cette idée de l'auteur que je trouve vraiment géniale, qui a été d'exploiter l'histoire de la grande percée de Strasbourg, qui est vraiment au cœur du récit, mais j'y reviendrai en partie spoiler. Je trouve là, pour le coup, qu'il y a vraiment une idée géniale de vouloir ancrer l'histoire dans des faits historiques qui sont réels. Voilà, donc pour boucler mon avis général, de toute façon les 12 singes font toujours un travail de qualité assez exceptionnel, hein. Je vous dis, quand on vous met les éléments dans les mains, quand vous avez tout ça dans les mains, enfin c'est génial quoi. Moi le système campagne clé en main, j'adore me confronter à des scénarios qui ont déjà été écrits par quelqu'un d'autre et à les réadapter un petit peu à ma sauce. Moi je trouve que j'ai eu une super expérience. Je vais vous dire en partie spoiler ce qui a marché, ce qui a pas marché avec mes joueurs, ce que j'ai aimé dans le scénario et ce que j'ai pas aimé, mais ça on passe en partie spoiler les amis. Voilà, à partir de maintenant je considère que si vous restez, c'est que vous avez pas peur d'être spoilé ou que vous avez déjà joué la campagne et vous voulez un petit peu découvrir mon avis. Donc il y a deux choses qui m'ont énormément plu dans cette campagne, c'est qu'en fait les méchants ils veulent faire revenir Astur en traçant dans Strasbourg un énorme signe jaune. Voilà, c'est le fameux signe qu'on voit partout, le symbole d'Astur, dont deux branches correspondent à la grande percée et la troisième branche va être faite avec des explosifs. Et je trouve que c'est une idée géniale que l'auteur se soit dit, en voyant la grande percée, mais avec d'autres on pourrait faire le signe d'Astur. Je trouve que c'est vraiment une idée géniale et j'aime beaucoup cette campagne, j'ai vraiment beaucoup voulu la faire parce que je trouve que Astur est un méchant qu'on ne voit quand même pas souvent, et en faire le grand méchant parce qu'on connaît, voilà, Nyarlathotep, Shub-Niggurath, Cthulhu, c'est quand même des méchants auxquels on est quand même souvent confronté. Et moi je n'ai jamais eu l'occasion de faire un scénario avec le roi en jaune, Astur, et je trouve ça vraiment génial. C'est un des gros points que j'apprécie beaucoup. Deuxième point que j'ai trouvé aussi vraiment génial, évidemment, c'est l'après. Quoi que fassent les joueurs, en fait ils vont échouer puisqu'il y a deux groupes de méchants qui sont en train de lutter l'un contre l'autre, et donc les joueurs vont certainement arrêter un de ces deux groupes mais ils ne pourront pas arrêter l'autre, et en fait Strasbourg va fusionner avec Carcosa, Astur va être invoqué, et il y a tout un troisième acte qui se passe dans la résistance où les joueurs sont dans une ville condamnée, une ville apocalyptique
qui n'a plus aucun sens ou avec que des horreurs à l'intérieur et ils vont devoir réussir à trouver un moyen de ramener l'ancienne Strasbourg qu'ils connaissent. Il est vrai que le fait que ce troisième acte ne puisse pas être empêché peut provoquer un sentiment de pas de frustration chez les joueurs parce que moi ça les a pas tant gênés que ça, mais il y avait quand même l'idée de se dire ouais bah en fait quoi qu'on fasse on était foutus en fait. Le pitch de base de se dire et à un moment on va jouer une campagne, vous n'aurez jamais l'occasion de jouer dans une apocalypse cthulhienne, le jeu peut pas se permettre de dire bon bah c'est bon vous avez réussi, vous avez arrêté les deux bandes de méchants et puis merci au revoir fin de la campagne quoi, ce serait un climax un petit peu triste. Donc c'est un sacrifice qu'il faut faire, de se dire ok à un moment c'est peut-être dirigiste, mais on fait ce choix là pour avoir un climax de ouf. Mais ça que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a beau se dire ça marche quand même vachement bien. Parce qu'il y a quand même ce moment dans la campagne, je trouve qu'il a très bien marché chez mes joueurs, où ils se disent ah bah c'est bon, on a sauvé le monde des méchants, et quand il y a les explosions et qu'il y a le signe qui se trace en jaune et que la ville se transforme et que eux ils se disent oh non, on avait gagné et tout, qu'est-ce qui se passe, et qu'en fait ils échouent. Ah je trouve que ça marche bien dans le climax, voilà je trouve que c'est quand même assez réussi. Voilà. Alors les petits points qui m'ont gêné dans la campagne, effectivement je trouve que l'histoire de base c'est une histoire d'enquête, voilà qui se veut assez classique, mais il y a vraiment un acte 1 qui est de l'enquête, un acte 2 où il y a des éléments voilà un petit peu ésotériques qui commencent à pointer le bout de leur nez, et le troisième acte on est vraiment dans du plein Cthulhu et tout ça. Je trouve que c'est plutôt savamment disséminé, le crescendo est très très bien fait. Le truc c'est que je trouve que l'histoire de base est un peu classique et on est sur un ressort scénaristique qui a été vu un peu 15 000 fois en mode c'est le mec qui t'engage qui en fait est le méchant. Ouais, il se trouve qu'il n'y a pas que lui le méchant, mais on a ce truc là un peu classique qui moi quand j'avais lu m'avait pas hyper enthousiasmé. Mais après mes joueurs jusqu'à la fin n'ont pas voulu croire que c'était lui le méchant et ça a quand même bien marché, même s'il y avait des indices qui pointaient dans sa direction. Il ne s'est pas fait attraper et donc mes joueurs ont renversé die Staatengelb, voilà les Allemands, l'autre culte qui essaye d'invoquer Astur en se disant qu'ils avaient gagné, mais ils n'ont pas réussi à démasquer leur commanditaire. Il n'empêche que ça c'est bien fait parce qu'il y a vraiment des éléments dans la campagne. Si les joueurs ils vont directement, ils vont pouvoir tout de suite se poser des questions sur Charles Bonjean, leur premier commanditaire, et avant même d'enquêter, ils vont pouvoir enquêter directement sur leur commanditaire. Si dès le départ ils vont voir la police et puis se rendre compte que les informations qu'a transmis Charles Bonjean, donc leur commanditaire, et les informations qu'il a transmises à la police sont pas les mêmes, ils vont trouver ça un petit peu bizarre. Moi mes joueurs sont un petit peu passés outre en disant qu'il y avait du mal un peu pire ailleurs. Dans tous les papiers qui sont indiqués, on s'adresse à écrit en allemand. Tout lui adressé en allemand. Oui, je sais lire l'allemand. Oui, c'est pour ça. J'ai tout lui adressé en allemand. Okay. Mais on s'adresse à lui comme le responsable du développement urbanistique de la ville, ou encore comme le chargé de la mission de rénovation d'assainissement de la Grande Percée. Ok, donc c'est Bonjean en allemand. Le prédécesseur de Bonjean. Prédécesseur. Ok. Prédécesseur. Ça commence, ok. ça devient complexe. Attends, mais c'est daté. J'ai un petit peu peur aussi, moi ça me l'a pas trop fait, mais que cette campagne puisse tomber dans un côté vraiment enquête, un peu redondant, parce que au début on est amené à enquêter sur les chantiers. C'est à nous de décider un petit peu quel numéro de la rue du 22 novembre on va aller voir. On peut faire tous les numéros. Et donc ça peut être extrêmement redondant si les joueurs enchaînent les numéros. Il y a plein d'autres choses à faire entre les deux, et moi ça s'est plutôt bien mixé. Aller voir les banquiers, aller voir les ouvriers, aller voir des choses comme ça. Mais j'ai peur, et j'avais peur un peu en lisant le truc, que ça puisse être un peu redondant. Aussi dans le livre de base, toute cette partie-là sur la Grande Percée, faut vraiment prendre des notes parce que chaque chantier te donne des informations, mais je pense que vous ayez vraiment une fiche à côté avec quelle information est donnée à quel endroit, parce que c'est un petit peu le bazar de se retrouver si vous prenez pas des notes dans tout ça. Voilà. C'est quand même un grand méli-mélo, c'est très bien ficelé, hein, mais c'est quand même un grand méli-mélo qui en tant que MJ peut vite vous faire oublier un élément important et peut vite faire passer les joueurs à côté de quelque chose. Et l'autre chose qui m'a un petit peu gêné dans la campagne, c'est qu'on tombe souvent, très vite, dans une redondance des cambriolages. C'est-à-dire que les joueurs, pour obtenir des informations, vont devoir rentrer par effraction chez les gens. Et moi, je crois qu'ils ont fait ça 5 fois, tout en passant à côté du cambriolage de chez Monsieur Bonjean. Donc ils auraient pu faire ça 6 fois quoi. Et je trouve qu'il y a vraiment un côté un petit peu répétitif. Je me demande si on pourrait pas obtenir les informations autrement qu'en allant directement chez les gens en les cambriolant. Parce que moi ça m'a laissé un petit peu quand même le sentiment d'un moment de pousser mes joueurs à faire un petit peu toujours la même chose. Et qui est pas d'autres ressorts scénaristiques qui permettraient d'arriver à des informations tout en créant un petit peu plus d'originalité et de dynamisme du coup dans l'histoire. Donc je vous dis, l'après a très bien marché, ce côté apocalyptique, oh putain maintenant on est dans l'apocalypse de Toulouse, ça a très bien marché avec mes joueurs. Et toi tu sens qu'il y a une présence écrasante, quelque chose de cosmique, de monstrueux qui est là parmi vous. Tu as ce réflexe de lever les yeux vers la cathédrale, et tu vois qu'à la place de la deuxième flèche qui n'a jamais été construite, tu as la chose la plus monstrueuse et abominable
je te montre, qui fait la taille de la flèche, qui est à la place de l'autre flèche. Et t'as un nom qui écho dans tes oreilles, tu te dis Astur. Tu tombes à genoux dans l'eau et tu pries comme tous les fidèles de la vie en jaune. Ce que j'ai adoré aussi, c'est donc cette histoire de signe en jaune. Puisque je vois que mes joueurs sont dans plein de débats et tout ça. À chaque fois, ils débattaient vachement de plein de choses pendant la campagne. Et à un moment, je vois un de mes joueurs qui prend un des plans que je lui ai filé avec les travaux de la grande percée. Pendant toute la campagne, ils sont confrontés à ce signe en jaune qu'ils aperçoivent partout. Ils savent pas à quoi ça correspond. Voilà, ils se doutent que c'est le signe d'une secte, mais ils n'en savent pas plus. Et d'un coup, j'ai un de mes joueurs qui, à l'acte 2, regarde la carte. Je vois que les autres sont en train de discuter, hein, et je le vois avec son doigt, il commence à faire des tracés comme ça. Et je suis dans la tête, je suis en mode oh putain, il est en train de me baiser mon scénario, il va capter. Parce que normalement, vous arrivez chez un des grands méchants architectes qui a une énorme maquette, et là vous voyez le signe en jaune qui est dessiné, et c'est la grande révélation. Et là je vois mon joueur qui est en mode attends mais c'est bizarre ça. Et je vois que dans sa tête il fait le signe en jaune, donc je trouve ça génial qu'il ait capté avant les autres. Et il va voir les autres en disant mais regardez là ça fait un signe en jaune ça. Puis il y en a plein qui ont dit bah non mais là c'est bon là tu délires et tout. En vrai c'est vrai parce qu'il avait pas de réelle théorie si ce n'est son instinct quoi. Sauf qu'il me dit bah moi je vais aller traîner dans la rue où je pense qu'il y a le fameux troisième tracé jaune pour aller voir un petit peu ce qui se passe, voir si je vois pas des trucs bizarres. Et là du coup il tombe sur la scène où les policiers ont découvert des explosifs dans un des appartements, parce que tout le tracé de la rue doit être fait exploser pour créer le grand signe jaune. Et donc je fais cette scène un jour plus tôt, parce que normalement ils reçoivent une dépêche dans le journal qui leur dit attention, des explosifs qui ont été découverts là-bas, et ils vont interroger la concierge. Sauf que là ils le voient en live, ils voient les policiers retirer les grandes caisses et tout ça. Et donc j'ai trouvé ça génial parce que j'ai pu récompenser mes joueurs en leur faisant gagner une journée, parce que mon joueur avait eu l'instinct incroyable de se dire mais je vais aller voir là-bas s'il n'y a pas un truc bizarre, parce que ça me rappelle quand même le signe en jaune quoi. À partir de là il y a une cascade d'événements qui se passent, et là on rentre vraiment du Cthulhu, et ça j'ai vraiment trouvé ça génial. Moi je trouve que ça a été un des grands moments de la campagne, j'ai vraiment adoré ça. Et vous avez yes une troisième énorme qui remonte par la rue de la nuée jusqu'à aller ok Yes Putain. Baba dans le tracé exact que Ellie avait pris. Bravo. Ellie, bravo à vous. C'était très bien joué pour le coup. Tu peux reprendre un dé de santé mentale. Oh Alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors pour le coup, il y a des choses qui n'ont vraiment pas marché parce que je me suis engueulé avec un de mes joueurs. C'est quelque chose qui ne me suis pas arrivé depuis très longtemps, peut-être depuis que j'ai 19 ans, j'ai 33 ans. C'est parce que aussi, je suis un maître de jeu avec de l'expérience, donc j'ai eu le temps de voir ce qui marchait, ce qui marchait pas avec des joueurs, ce qu'il fallait faire en jeu de rôle, ce qu'il fallait pas faire. Et donc j'ai souvent eu des joueurs à qui j'ai toujours expliqué voilà ce que pour moi il fallait faire en jeu de rôle, ce qu'il fallait pas faire pour que la partie marche. Et néanmoins, je pense que à 33 ans, je me suis un peu reposé sur mes lauriers. Généralement, je donne des règles, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Là, c'est vrai que comme je suis avec des gens avec qui j'avais l'habitude de jouer, bah je l'ai pas fait. Et c'est vrai qu'on est tombé un petit peu dans un de ces travers-là. Donc vous voyez, même quand vous êtes un MJ d'expérience, vous pouvez tomber sur des choses qui ne marchent pas dans les jeux de rôle. Mais ça qui est ouf avec le jeu de rôle, c'est qu'en fait, il n'y a pas de règles, si ce n'est celles que vous vous imposez à vous-même en fait. Donc plus vous allez en faire, plus vous allez apprendre, vous allez voir les choses qui marchent, les choses qui marchent pas et tout ça, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment vous arriviez à une forme de jeu de rôle qui vous parle, qui vous plaît. Voilà, moi je pense que je suis quand même assez rodé en tant que MJ, hein, j'en fais depuis que j'ai 8 ans. J'ai quasiment toujours été MJ, donc je suis quand même bien rodé là-dessus. Il n'empêche que je suis arrivé à cette situation-là. Donc avant de revenir sur ce que je pense moi qui pose problème en tant que comportement de joueur, moi qu'il faut pas avoir dans une partie de jeu de rôle, je dirais le conseil principal que je pourrais vous donner pour qu'une partie de jeu de rôle se passe bien, c'est que tous autour de la table, vous êtes tributaires de l'amusement autour de la table. Ce n'est pas que au MJ de faire en sorte que la partie se passe bien. C'est pas comme si vous alliez au cinéma et vous êtes spectateur, à la fin vous dites oh j'ai aimé ou j'ai pas aimé, vous donnez votre avis parce que vous étiez très extérieur à ça, voilà. Non, là vous êtes partie prenante, vous faites partie des éléments qui racontent l'histoire et qui sont là du coup pour que l'histoire se passe bien et pour mettre une bonne ambiance autour de la table. Donc c'est ça votre responsabilité aussi en tant que joueur. Donc là où ça va poser problème, c'est que j'ai un de mes joueurs qui est resté bloqué sur une règle qui ne lui plaisait pas. Alors vous pouvez tout à fait critiquer un système, vous pouvez tout à fait même critiquer une manière de faire du MJ. Moi, je suis toujours parti du principe que aucun système de jeu dans toutes les aventures que j'ai pu vivre ne m'a empêché de m'amuser. Pas parce qu'il y a des règles qui ne vous plaisent pas ou qui vous correspondent pas ou qui d'un coup vous énervez
que ça doit vous empêcher de passer un mauvais moment. Et donc mes joueurs, notamment un de mes joueurs en particulier, me font la remarque qu'ils trouvent que leurs personnages ne sont pas équilibrés les uns par rapport aux autres. Alors c'est tout à fait légitime comme critique, hein, parce que ce joueur-là jouait un soldat et il trouvait que son score de dextérité était trop bas par rapport à quelqu'un qui aurait appris à tirer. Sauf que c'est le pari que fait Cthulhu Hack, c'est de proposer seulement 5 compétences pour tout regrouper, plutôt que 70 compétences dans les Cthulhu que vous pouvez connaître un peu plus classiques, où chaque compétence est détaillée et chaque compétence a un score, voilà. Donc en fait quand on parle de dextérité, on parle pas simplement du fait de savoir tirer, mais on parle de savoir si le personnage a de la dextérité de manière générale. Est-ce qu'il est habile? Est-ce qu'il est agile? Voilà, c'est toutes ces choses-là combinées. Ça, au bout d'un moment, le joueur l'a compris, du coup on a fait un mec un peu rustre, voilà, qui savait pas trop quoi faire de ses 10 doigts, puis toutes ses caractères de toute façon étaient en combat. Et donc mon joueur est resté bloqué là-dessus, il continuait en fait d'en parler, il était vraiment de mauvaise humeur, et vraiment il était énervé à cause de ça. Voilà, ils m'ont même fait, à un moment je crois qu'ils faisaient pour se marrer, ils m'ont fait des stats en disant regarde, moi de moyenne je suis à 10,6, les autres sont à 12,8. Bon, moi ça m'a fait rire, mais en fait au bout d'un moment ça devenait un peu trop invasif quoi sur la campagne. Alors je peux comprendre hein, qu'on ait l'impression que ces personnages soient pas équilibrés, du coup qu'il y ait une forme d'injustice, mais c'est pas ça du jeu de rôle. Je pense que mes joueurs, ils viennent de systèmes de jeux comme Genesis ou Alien, où en fait tout le monde a le même nombre de points, et tout le monde se répartit un petit peu les points comme il veut. Alors que Cthulhu, si vous connaissez des systèmes comme Warhammer, quand vous créez vos personnages de Cthulhu, vous tirez vos caractéristiques au hasard. Vous pouvez avoir des caractéristiques très très élevées, des caractéristiques très très basses, et à partir de là, vous créez votre roleplay. Et donc je pense que c'est ce qu'ont fait Cthulhu Hack et les auteurs quand ils ont créé la campagne, ils ont tiré des personnages au hasard, et ils ont créé des personnages par-dessus ça avec des personnalités et tout ça. Je pense qu'il faut s'adapter, parce que j'ai le souvenir dans une campagne Warhammer, voilà, de l'ennemi intérieur, d'un personnage qui voulait être un guerrier, qui avait tiré en capacité de combat les chiffres les plus bas, et du coup qui était un très mauvais guerrier, qui en avait fait un magicien qui quelque part voulait devenir guerrier, voilà, il l'avait utilisé dans son background. Ou alors en Cthulhu, j'avais dans les masses de l'Nyarlathotep, j'avais un joueur qui avait tiré les meilleurs caracs possibles en éducation, tout en étant un psychanalyste. Du coup ça a été un psychanalyste reconnu, qui était au niveau de Freud, de Jung, voilà, et du coup le problème c'est qu'il était, on pouvait le reconnaître dans la rue. Donc il faut plutôt se servir de ces éléments un petit peu aléatoires comme des éléments de jeu de rôle, ce qu'a très bien fait mon joueur ensuite, plutôt que comme des éléments qui peuvent être en votre défaveur quoi. Le jeu n'a pas à être équilibré, puisque Cthulhu se base aussi sur une sorte de réalité où vous jouez des humains qui dans leurs compétences n'ont pas à être équilibrés du fait de leur défaut d'humain, mais c'est ça en même temps qui est bien et qui peut créer des moments assez impressionnants. Moi quand mon personnage que j'ai toujours adoré, Redam Kassad dans Genesis, quand j'ai survécu à Jeu de Massacre alors que mon personnage se battait torse nu avec une masse et un bouclier dans un univers où des gens se tirent dessus à la mitrailleuse, bah quand j'étais le dernier à survivre malgré ça, je peux vous dire que ça crée des éléments de jeu assez impressionnants quoi. Sauf que mon joueur reste bloqué là-dessus et vraiment un peu énervé par rapport à ça, et il me dit le système est nul, c'est nul, sauf que je vois bien que ça commence un peu à prendre avec les autres joueurs, qui sont en mode ouais c'est vrai que c'est pas bien, c'est nul, sauf que le système n'est pas nul, puisque j'en avais déjà fait la démonstration. Ce système, on l'a déjà fait avec ce joueur, dans une campagne beaucoup plus longue, qui s'appelle les Encagés, voilà, et le système n'a posé absolument aucun problème. Là on a joué 2 jours, les Encagés on a dû jouer 10-12 sessions, quelque chose comme ça, et à aucun moment les joueurs à ce moment-là n'avaient eu à redire du système dans lequel on jouait, et en plus dans les Encagés, les personnages sont tout aussi peu équilibrés qu'ils peuvent l'être dans la Ville en Jaune. Donc c'est vraiment là un joueur qui est mis face à une situation qui ne lui plaît pas, où il se sent quelque part lésé par rapport aux autres. Sauf que le jeu de rôle c'est pas un jeu de société en fait, vous pouvez pas sur des systèmes où tout est parfaitement équilibré, c'est pas ça le sujet quoi. Et bon, je comprends qu'on puisse avoir des réticences par rapport à des règles. Là où ça m'a posé problème et là où on s'est engueulé, c'est que je voyais bien que la mauvaise humeur était en train de se répandre à la table, qu'on était au premier jour, et moi en tant que maître de jeu c'est aussi ma responsabilité, je dis mais on va pas faire 3 jours comme ça en fait. Voilà, on a compris, vous avez un problème avec les règles, et stop, on passe à autre chose, vous vous adaptez par rapport à ça, et puis basta. Je mets un stop, on s'engueule. Voilà. On s'engueule, je pousse une bonne gueulante, voilà. Ça arrive même aux plus entraînés d'entre nous, hein, voilà. C'est le jeu. Mais voilà, à un moment je dis, faut que j'arrête ça, parce que sinon on va passer un mauvais moment, quoi, et c'est pas le but. Donc mes conseils, moi, que je peux vous donner aux joueurs, c'est ne soyez pas pointilleux sur les règles, ne soyez pas pointilleux sur vos personnages. On appelle ça les mini-maxeurs, les gens qui vont absolument chercher à être les meilleurs ou à être parfaitement optimisés dans leur personnage. Ne faites pas la tête autour de la table, parce que ça participe parce qu'il y a une ambiance mauvaise autour de la table. Bon, là on a vraiment merdé avec mon pote, et là c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'emmener le conflit de la table à l'extérieur de la table. Alors ça c'est vraiment surtout pas les amis, surtout pas.
quand vous êtes joueur, je dis toujours, on s'engueule toujours entre personnages mais jamais entre joueurs. Et quand vous êtes joueur et que vous avez un conflit à la table, vous le réglez à la table et ensuite voilà, on en ressort et il n'y a plus du tout à avoir de grief par rapport à ça. Bon, ça m'a pas empêché d'avoir une très belle session, d'avoir un très beau souvenir de Strasbourg, voilà. Mais je me suis dit, j'en avais déjà l'idée et je me suis dit, est-ce que je ferais pas des séries de vidéos pour moi donner mes tips aux maîtres de jeu et aux joueurs et ensuite des conseils un peu plus améliorés seulement pour les maîtres de jeu ou seulement pour les joueurs. Mais je trouve que les premiers conseils que je devrais donner en vidéo sont et pour les joueurs et pour le MJ. Parce qu'en fait, je vous dis, c'est une harmonie en fait qui doit se faire autour de la table. Tout le monde doit être tributaire de l'ambiance qui se passe autour de la table. Vous pouvez pas vous énerver pour des règles, ça c'est tout à fait absolument impensable en jeu de rôle, c'est pas du tout, je crois, le but du jeu de rôle. C'est un conseil que je donne toujours, en jeu de rôle, on play to lose. On n'est pas là pour faire gagner absolument nos personnages, on est là pour les interpréter, pour tout faire pour qu'ils réussissent dans leurs actions, mais on est avant tout là pour raconter une histoire. Donc si notre personnage meurt, ou est défavorisé, ou il arrive un élément terrible, ou il n'arrive pas à faire ce qu'il a envie de faire, et ben on s'en sert pour agrémenter l'histoire et agrémenter les personnages, les interactions et tout ça. Et une autre chose qui a dérangé plusieurs de mes joueurs dans le système, c'était l'utilisation de dés de vie pour la santé. Alors il y a deux solutions qui sont proposées par Cthulhu Hack, c'est de soit jouer avec des dés de vie, soit de jouer avec des points de vie. Points de vie c'est tout bête, vous avez 11 points de vie, vous descendez, vous arrivez à 0, clac, vous commencez à prendre des dégâts critiques. Les dés de vie c'est un peu plus compliqué, c'est que d'abord vous avez un dé 12, ensuite un dé 10, ensuite un dé 8, ensuite un dé 6, un dé 4, jusqu'à ce que vous arriviez à 0. Quand vous avez un dé, vous le lancez, si vous faites 1 ou 2, vous passez dans le cran d'en dessous. Alors c'est un système qui est fait pour que les personnages soient plus résistants par rapport à la normale, et tout en utilisant ce système là, il y a eu au total 7 personnages pendant la campagne et il n'y a eu que 2 survivants. C'est pour montrer quand même déjà à quel point c'est létal malgré le système de dés de vie, voilà. Mais eux ils trouvaient qu'il y avait des personnages qui étaient du coup trop des tanks par rapport à d'autres. Pareil, je vous dis, ça c'est un peu tiré au hasard et c'est pas tant des dés de vie en mode plus vous êtes des dés de vie, plus vous êtes costaud et résistant, plutôt des dés qui représentent votre capacité à échapper à la mort. Donc c'est plus ça, les joueurs les ont vus comme des points de vie. Donc quand il y avait une petite femme qui était une professeure qui avait un dé 12 de vie, je pense que c'est ça qui les a un petit peu dérangés. Dites-moi ce que vous pensez du système Cthulhu Hack. Moi je le trouve effectivement très simplifié mais très efficace. Toute l'idée d'avoir des tests de torche, de bagou pour être sûr de ne passer aux côtés d'aucune information, je trouve ça vraiment génial. Après je suis très attaché au système de Cthulhu. Je pense que les deux ont été bien utilisés. Je sais qu'il y a une grosse fanbase de plein de gens qui sont très fans du système Cthulhu Hack. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, je trouve que ça a bien marché parce que la fin a été carrément épique. Ça se jouait quasiment à rien. Ça s'est joué. Au début, ils ont eu l'idée de détruire le signe en jaune en faisant sauter un camion d'explosifs. Ils ont quasiment réussi. Et à la fin, ça s'est joué avec un personnage qui s'est jeté à la dynamite sur Léo Schnoog pour détruire l'avatar du roi en jaune. Et avec tous les points de vie de Léo Schnoog, je lui ai dit, mec, tu lances un des 10, chaque numéro fait 10 dégâts, voilà, tu fais 8 dégâts, t'enlèves 80 points de vie, parce que Léo Schnoog il a 85 points de vie, donc juste sur le dé 10, tu dois faire 9 ou 10 pour le tuer, évidemment messieurs dames, c'est la magie du jeu de rôle. C'est le 0 le 10. Cours, en fait tu te fais entourer par les morceaux, comme ta dynamite vers lui, tu vois dans les yeux avec les petites lunettes de Léo qu'il y a encore quelque chose d'un peu humain, un peu de panique d'un coup qui réalise ce qui se passe. 10, il a fait sur son jet, il a détruit Léo Schnoog. Strasbourg est redevenu la belle ville d'antan. Mais pour vous dire qu'il y avait une grande chance que la campagne échoue, que ça se termine très mal. Et je pense pas que mes joueurs aient été forcément frustrés par rapport à ça. Juste, voilà, ils ont été confrontés à la violence du mythe. De toute façon, c'est pas l'idée de Cthulhu, hein. J'avais envoyé un mème à mes joueurs, je vais vous l'envoyer, qui représente bien un petit peu ce que pense Astur des PJ forts ou des PJ pas forts. Voilà. Ça ne change pas grand chose dans l'histoire. Et donc, ouais, fin assez épique. Donc, il y a 2 survivants. Il y a un des personnages de base qui a réussi à survivre. Et c'est trop drôle. Alors là, il y a un peu un foiré parce que c'est mon pote Valentin qui survit et je décris un des autres personnages qui revient à la raison, sauf qu'il a le visage en lambeau des fidèles du roi en jaune. Et mon pote Valentin lui prend la tête comme ça, détourne le regard et décide de lui tirer dans la tête. Avant que je décrive à quel point tous les survivants, les anciens fidèles du roi en jaune, survivent de leurs blessures, se réunissent dans des villages, et il est en mode oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu sa tête se décomposer et c'est... Et à la fin, il va partir pour refaire sa vie en Allemagne et il voit dans le journal qu'il y a la même chose qui est en train de se faire à Prague et ça se termine comme ça parce que c'est un pote qui est dans le cinéma, il a bien un sens très cinématographique des choses et il dit je vais au comptoir et je change mon billet
Et voilà, c'est une très belle fin, je trouve très belle dernière belle punchline. Ouais, bah je les remercie tous hein, d'avoir joué à cette belle campagne avec moi. Je vous avoue que moi, Strasbourg, ça a été un immense choc nostalgique. Ah, ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a vraiment fait plaisir d'y retourner. Je trouve que c'est une très belle ville. Et d'avoir pu jouer comme ça en immersion dans cette très belle campagne des 12 singes. Je vous la conseille, mais mettez le paquet sur les expressions alsaciennes, l'accent alsacien et tout ça. Faites-vous plaisir pour être vraiment en immersion dans cette très belle époque française qui est très souvent sous-exploitée en jeu de rôle. Je vous dis à la prochaine les amis, j'espère que ce replay JDR vous a plu. Je vous dis à très vite pour le reste de mes campagnes et de scénarios que j'aurais fait jouer. Et je vous fais des bisous, ciao. Alexandre, j'ai acheté un petit manala, regardez. C'est un beau cadeau, c'est un petit bonhomme. Si tu l'as pas sur toi, il reste. Ça s'appelle un malala. C'est un manala, tu sais, c'est les bonhommes que tu trempes dans le chocolat chaud là. Pour la Saint-Nicolas. Ça,